Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Oh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, allez. Il s'appuie comme un grand, comme un champion du monde. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Il attaque comme il a Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Salut C'est Théo. super. Eh ben bonsoir à toutes et à tous, hein, bienvenue sur Sport 39. Bonne année à vous, hein, parce que 2002 est arrivé. Plein de bonnes choses pour vous, bien évidemment. La santé avant tout. J'espère que vous allez pouvoir continuer à faire du sport comme nous tous, hein, sur le média. C'est l'objectif, hein, de faire du sport encore et toujours, être régulier dans la pratique du sport. Et on voulait commencer l'année 2022 avec une athlète en devenir, hein, à 19 ans, une athlète qui perce déjà à haut niveau, au niveau mondial du saut à ski. Alors on avait eu du combiné nordique avec Laurent Multaler notamment et Marco Hennis, deux Jurassiens. C'était du ski de fond et du saut à ski. Là, c'est une spécialiste du saut spécial, donc c'est Joséphine Panier du club de Chaux-Neuve. On va l'accueillir maintenant, je vois qu'elle est arrivée. Et si vous avez des questions, bien évidemment, hein, c'est le but du média, n'hésitez pas à les poser. On va commencer par elle et ensuite on passera à 19h avec le football et le groupe de supporters des Red Devils. Et à 19h15, on passera sur l'événement du week-end, la Coupe de France, bien évidemment, avec un des joueurs de Jura Sud, Emmanuel Cassong. Allez, c'est parti. Bonsoir Joséphine, Bonsoir, comment vas-tu? ça va très bien et vous? Eh ben écoute, très bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Tu es la première invitée de 2022, hein, comme je le disais. Toi, l'année, tu l'as passée d'ailleurs en Slovénie. Alors, on va attaquer tout de suite sur ça, mais tu étais là-bas pour disputer un concours de Coupe du Monde pour la Saint-Sylvestre. Et comment s'est passé le retour? Vous n'avez pas trop fatigué du voyage et tout? Non, non, bah là on est rentré hier du coup et donc en bus un peu toute la journée et donc oui on a fait Nouvel An là-bas donc c'était vraiment sympa. Ben justement, je me disais, alors, il y a Zef qui dit super le top 12, on va venir sur ton top 12. D'avoir une compétition comme ça au Nouvel An, on préfère plutôt faire la fête que d'être sur un concours, non? Ou pas? Bah pas vraiment parce que pour ma part je préfère bien mieux faire une compétition que fêter le Nouvel An. Enfin, pour C'est moi c'est un jour comme un autre, c'est pas comme Noël ou enfin je trouve que bon. c'est un petit peu moins familial quoi. Alors le nom Panier, alors tu fais partie du club de Chaux-Neuve. Panier, c'est un nom qui est connu. On connaît aussi Chloé Panier qui fait du ski de fond. C'est de la même famille, pardon, ou pas? Ouais, bah, on est petite cousine, je crois, et on a été super longtemps dans la même classe. Enfin, jusqu'en troisième, on a été dans la même classe, donc on se connaît bien, ouais. Alors la grenouille, hein, comme le surnomme, alors je sais pas qui en commentaire a mis la grenouille, c'est Nat. La grenouille. Alors qu'est-ce que tu fais, Joséphine, en dehors du saut à ski? Est-ce que tu fais des études en parallèle? Donc j'ai passé mon bac du coup cet été Ouais. et donc, j'ai décidé là de faire une année de césure pour vraiment me focaliser sur du coup le saut à ski. Et en parallèle de ça, je fais quand même une formation d'anglais grâce à la FDJ. Ok. Donc pour ça, ça m'aide vraiment aussi pour mon sport, quoi. Bah puis c'est valorisant pour la suite, l'après carrière. Ta carrière, t'as commencé le saut à quel âge un petit peu? Si tu peux rappeler un petit peu aux gens depuis quand t'as commencé et pourquoi? Parce que on se dit tiens, je vais faire du saut à ski, c'est pas forcément commun, surtout dans les massifs, c'est plus le ski de fond ou le biathlon, j'en sais rien, mais raconte-nous un petit peu ton histoire. Du coup, j'ai commencé, je pense, vers 7-8 ans, un Ok. truc comme ça. Euh, je sais pas, déjà, j'habite en face du tremplin de Chauneux. Du coup, ça facilite un peu les choses. Oui, Mon tu papa, voyais des gens sauter toute la journée, quoi. ouais, exactement. Enfin, c'est un peu mon papa, justement, qui me freinait pour pas que je saute trop tôt et que je me fasse peur
Donc, enfin, ils voulaient pas que je saute trop tôt. Et oui, à 7-8 ans, j'ai commencé. Donc, enfin, ça m'a tout de suite plu, mais je m'en souviens pas du tout. Par contre, mes débuts, je m'en souviens pas. Alors justement, tu as 19 ans, tu fais partie des grands espoirs, comme on le disait en présentation de la discipline au niveau mondial. Tu as fait vice-championne du monde junior l'an dernier à Lahti en Finlande, vice-championne olympique aux Jeux de la jeunesse en 2020. Ce week-end, donc on le disait en introduction, tu as réalisé ton meilleur concours de la saison à Ljubno pour la Saint-Sylvestre. 12e samedi, je crois, ou vendredi, je sais plus avec les jours qui passent, et 14e le premier concours. Comment t'expliques ces deux premiers top 15 de la saison et que t'es pas réussi peut-être avant à les réaliser? Euh, c'est une bonne question. Enfin, je pense que bah, j'aurais voulu, je les aurais fait Oui, bien avant, bien sûr. sûr, et j'aurais même fait mieux, mais c'est sûr enfin, que je suis plutôt contente de ces résultats de ce week-end. Et c'est énergisant pour la suite. Après, sur le début de saison, c'est sûr que j'en espérais un petit peu mieux au niveau des résultats, mais j'ai énormément appris. Du coup, je pense que pour la suite, ça va être vraiment important. Alors, il y avait un format spécifique sur ce concours de la Saint-Sylvestre, il y avait un format KO. Alors, tu peux expliquer un petit peu ce que c'était ce format? En fait, c'est le même format que la tournée des 4 tremplins qui se passe donc chez les hommes actuellement. Hmm. Euh, donc, en fait, on fait une qualification. Et donc là, je crois qu'on était peut-être à peine plus de 70 au départ, un truc comme ça, 72 ou un truc comme ça. Et en fait, à la qualification, c'est les 50 premières qui passent la qualification. Et le chaos système, en fait, la 50e, elle tombe contre la première, la 49e contre la deuxième, et ainsi de suite. Ok. Et en fait, quand la première et la 50e, elles sautent, et c'est celle qui saute le plus loin, en fait, qui élimine l'autre. Donc, enfin, sur ce rapport-là, du coup, il y a 25 filles euh, qui vont, euh, qui vont gagner leur duel. Et il y en aura 5 qui auront perdu leur duel, mais qui auront fait les meilleurs sauts. C'est ce qu'on appelle les lucky losers. Ok. Donc, ils vont être repêchés pour justement accéder à la deuxième manche. Et la deuxième manche, c'est une manche où on est 30, du coup. Et c'est une manche de compétition normale. Alors justement sur ton premier saut, toi, c'était le 1er janvier, hein, le deuxième concours. Ouais. T'étais opposé à une Russe, c'est ça? Ouais. Le premier jour, c'était... Non, c'était une Roumaine le premier jour. Alors le deuxième où tu as fait 12e du concours, c'est ça? C'était là où tu étais opposé à une Russe. Euh, Est-ce que ça rajoute du coup cette opposition, ce duel, ça rajoute un peu plus de pression qu'habituellement? Comment tu l'as vécu? Non, moi je l'ai vécu un peu différemment. Je trouvais que du coup, en fait, au final, ça faisait un petit peu comme si on n'avait qu'une adversaire et ça permet de se libérer peut-être un peu plus ou enfin, de le voir un petit peu plus comme, comme un, ouais, comme, au final, comme un duel que comme d'habitude où on est en compétition enfin, contre tout le monde, on va dire. Même Ouais. si là, on est contre tout le monde, Et justement, je trouve que le c'est différent. Nat demande du coup tu préférais ce format par rapport à ce que tu fais habituellement, quoi. Ouais, ça change un peu, ouais. Si on pouvait avoir des formats comme ça un peu plus souvent dans la saison, c'est vrai que ce serait sympa. Puis même, je pense à regarder, c'est sympa. Hmm. Pour expliquer à celles et ceux qui ne connaissent pas le saut, parce que c'est aussi le but du média, hein, de faire découvrir des disciplines et puis d'expliquer. Alors quand tu sautes, comment t'es jugé? Parce que je vois, hein, pour rien vous cacher, j'ai un résultat. Par exemple, t'as sauté. Allez, je prends ton saut. Alors c'était celui je crois que c'était samedi 1er janvier, premier saut. Tu fais 85,5 mètres, hein, sur le tremplin slovène qui fait 94 mètres. Tu as inscrit 116,8 points. Comment c'est défini tous ces points? Et ben, là-dedans, donc, il y a les points de la distance, Ok. il y a les points du vent et il y a les points des juges. Donc, les points du vent, c'est au moment où on saute, en fait, il y a des anémomètres de chaque côté de la pente pour savoir les conditions météorologiques et donc si on a plus ou moins du bon vent, parce que c'est vrai que c'est un élément qui est vraiment impactant dans notre performance. Donc c'est plutôt, du coup, on essayait de faire que ce soit au maximum égal pour tout le monde, au plus juste.
Mhm. mais on n'y arrive pas toujours. Mais en tout cas, ça, c'est pas mal. Et donc, on a aussi les points de juge. Donc, en fait, chaque juge va mettre une note sur 20. Ok. Le, le total, c'est du coup donc il y a 5 juges, je crois, 4 ou 5 juges. Et on enlève la meilleure note et la moins bonne note. Et donc, ça va faire un total de points. Donc, avant notre saut, on part du coup avec 20 points. Ok. Et plus on fait de fautes, en fait, plus ils vont simplement nous en enlever. Et, euh, et voilà. Ils jugent le style, c'est ça, lors du saut, comment, s'il n'y a pas de Ouais, mouvement, choses comme ça. ouais, exactement. Bah, c'est jugé à partir du moment où on décolle jusqu'à la ligne de chute. Donc, c'est une ligne qui est bien après la posée. Donc, si par exemple on pose la main ou si en vol on n'a pas une bonne dynamique de vol, le télémark est jugé. Enfin, il y a pas mal de critères. C'est assez. Faut vraiment être propre dans tout ce qu'on fait. Question bête, mais il faut mieux avoir un vent de face ou un vent qui te pousse. Alors, il vaut mieux avoir un vent de face, il est plus portant. Ok. Et un vent qui pousse, il va avoir tendance à nous rabattre sur le sol. Donc, on va avoir des points du coup positifs quand on a un vent arrière pour pouvoir nous avantager. Et quand on a un vent de face, on va avoir donc des points négatifs pour nous remettre un petit peu plus au niveau des autres. En tout cas, on apprend quand même pas mal de choses grâce à toi. Merci en tout cas, Joséphine. Mhm. Avec ce résultat de ce week-end, tu es remonté à la 17e place pardon, au classement général du circuit Coupe du Monde, à égalité avec deux autres sauteuses. Donc c'est plutôt rare d'avoir trois personnes au même niveau. Tu me disais en début de saison pour le progrès, hein, vouloir rentrer dans le top 20, parce que tu étais 22e l'an dernier. Là, tu es 17e. Le top 15, il est pas loin, il est à 9 points. Il est détenu par une Russe, Avakuma. Tu penses pouvoir voilà, t'y approcher, j'imagine. C'est clair que là, c'est vraiment serré entre la 12e et quelque chose comme la 20e place. On est vraiment très serré. Et ouais, je vais essayer de m'en rapprocher le plus possible et de m'amuser avec ça. Et c'est vrai que le classement est dominé par une Autrichienne, je crois, Martina Kramer. Ouais. Euh, j'ai vu, alors, il y a pas mal d'Autrichiennes, de Slovènes qui dominent aussi les Japonaises, mais la discipline au saut féminin. Est-ce que ça vous arrive de faire des stages avec ces nations-là qui dominent un petit peu la discipline? Parce que moi, je fais le comparatif avec le tennis de table où des fois les jeunes espoirs français vont au Japon ou en Chine. C'est votre cas ou pas? Euh, Pas tellement, parce que nous, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir nous entraîner dans beaucoup de parties. Enfin, en fait, ouais, on peut s'entraîner vraiment partout dans le monde où il y a un tremplin. Hmm. Et après, les meilleures nations comme ça aussi ne disent pas souvent où ils sont, notamment dans la préparation d'été, parce qu'on n'a pas envie de enfin, forcément s'entraîner avec les autres. Et, euh, et voilà, après, c'est vrai qu'ils ont enfin, ils ont des centres d'entraînement et on peut savoir un petit peu où ils sont quand même, comme les Slovènes ou les Autrichiennes. Mais c'est vrai que l'été, on est quand même plutôt chacun De votre côté. enfin, basé d'île par contre. Ouais, c'est ça. Ludovic qui pose un novice, hein, bien sûr, qui pose la question, on parlait du vent tout à l'heure. Est-ce qu'en cas de vent trop fort, la compétition elle est annulée? Et c'est à quel degré enfin, quelle vitesse de vent peut-être qu'on peut dire que la compétition s'annule? Ouais, bien sûr. En fait, quand le vent il est trop fort, donc le jury avant la compétition, il place un corridor. En fait, c'est une limite de vent enfin, qu'il dépasse pas. C'est pour ça des fois aussi qu'on peut sortir de la barre parce que les conditions climatiques elles sont pas assez bonnes. Et donc, il place un corridor avant la compétition. Donc, on va dire peut-être à 3 mètres secondes, je dis n'importe quoi, là, 3 mètres secondes, on arrête la compétition. Si c'est vraiment trop fort que tu vois que le vent il est à 10 mètres secondes tout d'un coup, ben, ils vont tarder. Enfin, ils vont peut-être attendre 1 heure, 2 heures. Et ils peuvent, si le vent se calme, on peut faire la compétition et sinon on annule ou elle peut être reportée. Tu parles du vent justement. Alors, pour expliquer un petit peu aux gens les sensations quand tu voles en l'air, est-ce que tu peux un petit peu nous les décrire? Et moi, ce qui me vient aussi, c'est des fois, alors heureusement, on n'en voit pas souvent, des chutes. Est-ce que c'est un sport dangereux ou pas le saut à ski? Ouais, bah, les sensations, elles sont vraiment uniques parce qu'on a l'impression de glisser sur l'air, avec l'air, en fait, avec
tout notre corps, nos skis. Enfin, on est vraiment, enfin, seul. On a l'impression enfin, tout ce qu'on a en tête, c'est d'aller le plus loin possible, et le plus haut possible, le plus vite possible. Ça, enfin, c'est des sensations qui sont vraiment uniques à notre sport. Pour rappeler Euh, pour rappeler aux gens, hein, j'explique, mais la vitesse à laquelle vous sortez du tremplin, là, c'est par exemple ce week-end en Slovénie, c'était, on va dire, entre 85 86 km/h, donc c'est quand même assez rapide. Voilà, vous devez vous prendre vraiment quelque chose en figure, c'est impressionnant, j'imagine. ouais, c'est ça. Bah, après, plus on en fait, du coup, moins on se rend compte un peu, enfin, plus on est habitué, en fait. Donc ça, bah, ça va. Ouais, c'est l'habitude. Alors, il nous reste 2 minutes. Je vois sur le chrono qui passe vite, vite malheureusement. Votre saison, c'est vrai que le calendrier, je voyais tout à l'heure en préparant, était quand même bien fourni avec 14 étapes. Bah, même s'il y en a deux là à venir qui sont annulées au Japon, ça doit te faire plaisir quand même de voir que les sauteuses féminines entre guillemets sont aussi mises en avant que les garçons. Alors, j'ai pas regardé par rapport aux garçons le nombre d'étapes, mais c'est quand même pas mal pour vous. Ouais, ouais, vraiment. Et puis, on a 2 tournées, Oui. donc à la fin de la saison également, donc avec le Bluebird et le Roer, qui sont en Russie et en Norvège, et avec bah, bien sûr les Jeux Olympiques. Donc c'est vrai que on a vraiment un calendrier qui est consistant cette année, et on a de quoi vraiment s'amuser. Et enfin, je trouve que ça fait plaisir, comme par exemple l'année passée, justement, c'est ça qui avait manqué un peu avec le Covid, ils avaient un peu Oui, délaissé les filles au final. ouais. Et là, au contraire, cette année, je trouve qu'ils ont vraiment fait un effort. Et qu'est-ce que tu vas faire du coup? Parce que je vois les deux étapes japonaises sont annulées à venir, ce que je disais. La prochaine étape, c'est le 28 janvier du côté de Willingen en Allemagne. Qu'est-ce que tu fais pour garder un petit peu cet influx de compète? Tu vas t'aligner sur d'autres circuits? C'est quoi un petit peu ton programme là pour les semaines à venir? Ouais, donc là, je vais faire une semaine d'entraînement un peu tranquille chez moi, parce que ça fait un moment que, que je suis pas restée un peu, au moins une semaine. Et on va partir en stage du coup à Planica, où là, on sait qu'il y aura du monde et qu'il y a des très belles infrastructures là-bas. Et ensuite, on va rejoindre la Coupe du Monde B à Innsbruck en Autriche Ok. pour faire une Coupe du Monde B. Et ensuite, on va partir pour Willingen et directement après les Jeux Olympiques. Alors la compète à Innsbruck, c'est le 21 janvier, je vois. Tu parlais des jeux justement, Joséphine, pour terminer, ça sera la fin, mais Euh, tu devrais être qualifié, ce que tu me disais en début de saison, là, avec ton classement, ça devrait être officialisé d'ici quelques jours, quelques semaines. Tu y penses déjà un petit peu ou pas à ces jeux? Ce sera tes premiers jeux à 19 ans en plus, hein. Ouais, ouais, un petit peu. Enfin, moi j'ai hâte que ça commence et hâte d'y découvrir. J'ai pas forcément de pression à me mettre puisque bah, je suis complètement outsider, donc c'est aussi un avantage, quoi. Et en plus, ce qui est assez bien avec toi, c'est qu'on a l'impression que plus les années passent, alors t'es pas vieille, hein, 19 ans, mais ça fait 2, 3 ans que t'es sur le circuit et voilà, tu te fixes des objectifs à chaque fois, des étapes, comme tu le dis à chaque fois, et tu arrives à parvenir, voire des fois à dépasser. Là, pour l'instant, tu disais top 20, tu es un peu plus haut. Euh, c'est ça ta construction, quoi. Tu veux pas brûler ces étapes, voilà, construire palier par palier. Bah, c'est vrai que je me fixe des objectifs, mais je me dis pas. Enfin, à chaque fois, je les atteins et c'est rigolo, c'est vrai, mais je me dis pas il faut que je l'atteigne. Enfin, vraiment, ça se fait naturellement. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui est important de se fixer des objectifs et d'avoir un plan de route qui est clair, quoi, parce que sinon, on y va un petit peu dans le flou. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, je voulais te remercier, Joséphine, d'avoir le pris le temps pour voilà expliquer un petit peu ta discipline, nous la faire découvrir aussi aux spectateurs. Merci encore à toi. Bravo encore Bah, pour la merci à vous. Slovénie. Et puis tu pourras repartager la vidéo dès demain sur YouTube à tes partenaires, à tous tes amis qui te suivent. En tout cas, bonne fin de soirée et puis à très bientôt. Ça marche, bah, merci beaucoup, au revoir. À bientôt, Joséphine. Alors c'est un peu brutal, désolé, hein, parce que c'est vrai qu'on avance sur le temps malheureusement et nos deuxièmes invités sont, je pense, sont déjà là. On va accueillir le groupe de supporters des Red Devils. Alors c'est le groupe des supporters du FC Courlaoux qui évolue en deuxième division de district. Alors vous allez me dire pourquoi eux? Parce qu'ils font des choses intéressantes quand même. Alors ce sont des ultras, mais on va voir avec eux ce que ça veut dire ou pas. Mais on aura deux invités d'ailleurs pour cette vidéo, donc on va se connecter tout de suite. Et il y aura aussi Quentin, le membre fondateur, je crois. Bonsoir.
Bonsoir. Bienvenue dans le média. Merci d'avoir accepté l'invitation. En tout cas, pour parler un petit peu de vous, parce que c'est vrai que, alors je sais pas si vous êtes encore en activité, si vous faites encore des choses là depuis le début de saison, mais il y a eu quand même des choses emblématiques que vous avez faites. On va accueillir aussi ton homologue Quentin. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Eh ben moi, je m'appelle Aloïs, j'ai 25 ans. Je suis paysan dans la vie. Ouais. Je suis aussi footballeur à l'US Trottenay-Condat, pas au FC Courlaoux. J'ai pas dit FC Courlaoux, rassure-moi si. Si, Si, si. j'ai entendu ça Pardon, aussi, ouais. excusez-moi, je vais me faire taper, désolé. C'est vrai qu'il y a les joueurs de Courlaoux qui nous suivent aussi, c'est pour ça, pardon. Et du coup, t'as quoi comme fonction au sein des Red Devils? Eh ben moi, je suis président de l'association. Alors c'est Et du vraiment coup, un titre honorifique, hein. je laisse aussi ton homologue se présenter. Bonjour à tous, je suis arrivé un petit peu en retard, désolé. Moi, je suis Quentin, donc je fais partie aussi des fondateurs au même titre qu'Aloïs. Et puis à la création, j'ai aussi occupé la fonction de président qui maintenant est sous Aloïs, mais ouais, je fais partie du petit noyau de lancement du projet. Alors, vous avez un très beau drapeau derrière Meninjura. Est-ce que vous pouvez me rappeler un petit peu la genèse de ce groupe? Quand est-ce qu'il a été monté et pourquoi vous avez lancé ce groupe, les Red Devils? Initialement, ça a démarré en 2017, donc d'où le RD17. Euh, on est à la jeunesse du groupe, en fait, on est plusieurs supporters de l'AS Saint-Étienne, en fait, et on avait pour habitude d'aller au stade. Et le monde ultra, c'est vraiment un monde qui nous passionne. Et sur un coup de tête, un jour, on s'est dit, mais pourquoi est-ce que nous, on créerait pas notre groupe à nous? Mhm. Et c'est parti un peu d'une idée comme ça. On nous a dit qu'on était un peu débiles de vouloir faire ça. Et le mot débile est resté. On a créé les Reds Débiles. Au début, c'était vraiment un délire entre copains. Et puis, comme ça a pris de l'ampleur, on avait pris les devants et on s'est décidé à créer une association pour un peu cadrer tout ça, quoi. Et justement, tu parlais de le fait d'être estampillé ultra. Qu'est-ce que ça veut dire ultra? Et il y en a qui pensent que c'est de la violence, mais c'est pas forcément ça, quoi. Quentin, il pourra répondre à ça. Ouais, Qui va faire le club. alors, suis le présumé spécialiste de la question, mais alors c'est une question toujours difficile parce que c'est très facile de faire des amalgames assez rapidement là-dessus. La notion d'ultra, on l'a un peu pris pas au pied de la lettre, hein. C'est vraiment aussi sur le ton un peu de l'humour parce qu'on essaye de récupérer certains codes des ultras en termes de chant puis d'animation du stade. Mais il y a aussi un certain nombre d'aspects d'un groupe ultra classique qui sont pas repris par notre groupe. Finalement, il y a la notion d'implication dans le tissu local qui est pas non plus repris, par exemple. Et puis il y a les potentiels excès de violence qui sont potentiellement attribués à tort aux raisons ultra, qui sont aussi du coup exclus de notre groupe, évidemment. Bien sûr. Voilà. Alors, C'est un peu le défi qu'on doit faire, quoi. je vois un petit commentaire de Lucas qui dit cacao. Alors, je sais pas à qui c'est destiné cacao. En tout cas, peut-être l'un de vous deux. Comment vous êtes On connaît pas ce cas. Ah, vous êtes combien dans ce groupe? Pardon, tu peux répéter la question? Vous êtes combien de membres dans le groupe, du coup? Ah, alors, disons qu'on est une dizaine de membres très actifs qui seront là tous les week-ends pour la préparation des tifos, pour la préparation du matériel. Et si on devait compter plus largement, il y a certains déplacements qu'on a fait en bus. On était entre 30 et 40. Du coup, vous êtes là, ce que j'allais vous demander, vous êtes là à tous les matchs, quoi, à domicile ou à extérieur, pour les équipes. Non, c'est là bon, je sais pas si c'est un problème, mais c'est comme nous, on est supporters, mais on est également joueurs du club. Mm. Donc, admettons, quand la A joue, que la B et la C jouent pas, les joueurs de cette équipe viendront supporter l'équipe première et vice versa. Enfin, c'est très compliqué. Les week-ends, il y a des week-ends où forcément on va jouer les trois en même temps et ce sera compliqué. Pourtant, il y a des déplacements qu'on aimerait faire, hein, mais on peut pas y aller parce qu'on est sur les terrains au lieu d'être au bord, quoi. Pour moi, vous êtes acteur du football. C'est vrai que Quentin, on s'était eu l'an dernier, il y a 2 ans, je sais plus, pour un problème avec Champagnol. Mais ça, on n'en parlera pas. Mais je voulais savoir en règle générale, la réaction du club adverse quand vous mettez l'ambiance, parce que c'est vrai que vous mettez, on y reviendra un petit peu ce que vous déployez, mais vous mettez quand même de l'ambiance dans le stade.
que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Qu'est-ce que vous dites les clubs adverses quand ils vous voient? Alors, les retours, de manière générale, ils sont globalement très, très positifs. Enfin, il y a souvent un peu d'étonnement. Enfin, surtout au début, il y avait un petit peu d'étonnement. Maintenant, on est un petit peu plus connu, on va dire, dans les clubs où on se déplace. Donc, il y a moins l'effet de surprise. Mais en tout cas, ce qu'on ressent, enfin, les retours qu'on a, c'est une sorte de satisfaction quand même de nous voir débarquer et puis de finalement de bénéficier un peu de l'effet qu'on arrive à apporter, à savoir d'amener un petit peu plus de monde et puis de curieux au stade par rapport à ce qu'on peut obtenir de manière un peu classique dans un match de nos niveaux habituels, on va dire. Mais oui, globalement, les retours ils sont plutôt positifs. On a quelquefois des petits agacements parce qu'on a tendance, malgré nous, à un peu chambrer de manière un peu trop excessive pour certains, même si ça reste toujours un peu gentil. Hein. Voilà, globalement, c'est très très positif les retours. Mon On frère, apprécie beaucoup que les gens soient un peu en phase avec notre état d'esprit. mon frère Béranger, que je salue, qui pose la question via un autre compte, mais quelle est la meilleure buvette? Parce que vous avez fait du coup le tour des clubs dans le district. C'est qui la meilleure buvette du district alors? Oh là, bah, C'est on quoi? en a Belle fermé question. plein. Hein. On en a fermé plein. Je sais pas. Où est-ce qu'on a bien été reçu? Bah, on a surtout été bien reçu dans le Doubs, en fait, hein, dans les matchs de Coupe de France. Ouais. Moi, je dirais Château de Joux quand même, qui reste quand même une belle terre d'accueil. Mais on ne va pas forcer tout le monde. On a globalement été toujours très bien reçus. Des fois, il manquait un peu de bière, mais bon, ça c'est. Vous Alors, parliez ouais, FC Macornet, on avait été bien reçus aussi. tout à l'heure, vous parliez justement que vous étiez fan de Saint-Étienne, choses comme ça, de l'inspiration aussi pour monter votre groupe d'ultra. Vous avez peut-être des inspirations de groupes actuels d'ultra en France ou à l'étranger? Alors finalement, en termes d'inspiration, ça va se limiter en termes finalement au chant éventuellement, parce en termes de tifo, on a du mal à rivaliser en termes de dimension évidemment. Mais alors, les principales inspirations, c'est quand même beaucoup des chants sur la base de ce qui se fait à Saint-Étienne effectivement, et puis un petit peu de Marseille aussi, et puis de Paris. On n'a pas trop allé chercher un peu à l'étranger, on n'a pas été curieux à ce niveau-là, mais on se satisfait de ce qu'on a dans le répertoire en tout cas. Ça suffit. Pas mal, vous êtes content pendant tout le match. Alors, comment ça se passe lors d'une rencontre alors, j'ai vu, hein, bien sûr, tout le monde a vu hein, vos typos, il y a les fumigènes, j'imagine des chants. J'imagine que ça demande un certain boulot en amont. Combien d'heures ça représente de travail pour ces typos? Bah, Tu veux répondre? disons que ça dépendra toujours de la dimension qu'on a prévue, de l'occasion pour laquelle on crée une structure, un tifo. Si on devait parler de notre anniversaire des 2 ans, qui a eu lieu en 2019, c'était combien d'heures, Quentin? 800 heures de travail? Ouais, on est à peu près entre 800 et 1000 heures de travail au total, on va dire, pour l'ensemble des animations. Et du coup, à répartir entre une bonne vingtaine de personnes bien appliquées, quoi. Donc, ça reste assez conséquent. Et ça représente un coût, alors peut-être un coût, peut-être pas financier, mais peut-être, vous disiez un coût de travail, mais financièrement, c'est pas mal d'investissement également pour les fumigènes. Ouais, c'est que de la boche, mais c'est quand même super cher. Hein. On essaye, nous, de notre côté, d'organiser un peu des manifestations afin de récolter des fonds, parce que c'est vraiment un lourd investissement. Et ouais, et tout ce qui est à côté, quoi, parce qu'en termes d'assurance, etc., on a vraiment des gros frais. Et sur les bâches, ça peut être sur des tambours, ça peut être sur des torches, des fumis, ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est pas donné du tout. Ouais. Et le jour de match, vous arrivez combien de temps en avance pour mettre en place? Comment ça se passe un petit peu l'organisation? On a la chance de pas être soumis à des contrôles des contrôles d'accès et de fouilles qui soient aussi poussés que pour les matchs qu'on imagine. Donc on peut se permettre d'arriver quelques minutes avant le match sans que ça pose de problèmes particuliers. Sauf pour les grosses animations, évidemment, il faut qu'on prenne un peu plus de précautions et qu'on prenne plus de préparation en amont. Alors, j'ai regardé en préparant l'émission, le Crotenay en deuxième division de district, deuxième, derrière justement le FC Macornet. Pourquoi l'équipe elle est en D2 que vous avez quand même un club de supporters quand même qui est énorme, donc du coup, pourquoi ils n'arrivent pas à monter en première division? La première division, on l'a quittée il y a 2 ans
Ouais. On y était bien. Il y a eu l'âge d'or de Crotenay-Comdin où on était en première division, deuxième division et troisième division. Et ça fait quelques années où on est un peu tous redescendus d'un cran. Et en ce qui concerne la A, la B, la C, on est en deuxième, troisième et quatrième division. Et cette année, ça a plutôt l'air de bien se goupiller pour la A et la B. On verra ce que ça dira à la reprise, mais pour le moment, sportivement, on est bien. C'est vrai que c'est l'occasion de mettre en avant le club. Justement, quand vous avez lancé un petit peu le groupe et quand ça a marché, vous avez été repris aussi par des sites et tout, c'était quand même une sacrée popularité. Des joueurs qui sont venus du coup, à Crotenay grâce à ça, grâce à vous. Ah, j'ai pas bien entendu toute la question, je suis désolé, peut-être que toi, Aloïs, t'as tout entendu. Qui sont venus à Crotenay grâce à vous, grâce au Red Devils. Ah, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont venus grâce au RD? Je pense pas. Je pense pas, mais quand ils viennent, généralement, ils repartent pas, ou très peu, parce ils disent quoi. On a un club de fous. On a un club de fous. On est des fous furieux. Et c'est ça qu'ils aiment, quoi. C'est la passion, c'est d'avoir des gens qui les poussent. Sur ceux qui sont venus, il y en a très peu qui sont repartis. Ouais. Alors, il y a un commentaire de Manu Jacques qui dit vous étiez top à Macornet, alors peut-être cette année, dans le respect, toujours dans le respect et contrairement à certains, c'est les supporters. Est-ce que ça me fait penser à, est-ce que vous parliez de chambrage tout à l'heure, est-ce que des fois vous vous dites bon bah on est allé un petit peu trop loin avec certains joueurs ou pas, ou ça reste vraiment à la limite quoi. C'est toujours un peu subjectif, hein. De toute façon, est-ce qu'on allait trop loin ou pas? Là, typiquement, à Macornet, je crois me souvenir qu'on avait, on s'était osé, enfin, certains membres du groupe s'étaient un peu osé à certains petits chambrages, toujours gentils, bien sûr. Et puis, du coup, effectivement, là, on a eu la chance parce que Macornet est super cool et du coup, comprend ce genre de truc. Peut-être que dans d'autres clubs, ce serait mal passé. On a eu quelques fois des petits regrets sur des moments où on aurait pu ne pas aller aussi loin, on va dire, même si on n'a jamais dépassé vraiment certaines limites. Globalement, on n'a pas trop de reproches à se formuler, je pense. Pour terminer, le temps passe et malheureusement on va parler du Jura Sud dans quelques instants, mais justement sur ce match on a eu des incidents à Louan avec les supporters stéphanois. Alors ce sont vos amis, mais ils ont quand même mis la pagaille avec pas mal de fumigènes, des pétards sur le terrain. Et ça, ce genre d'incidents, on les voit depuis le début de la saison en Ligue 1. Selon vous, alors parce que vous, comme vous l'avez dit, et ce qui est le cas, vous n'avez pas forcément ce genre d'attitude. Mais pourquoi? Peut-être une explication sur une telle escalade de la violence depuis le début de saison en Ligue 1. Vous avez une explication, vous, ou pas, par rapport à ça? Alors, c'est très difficile. On met le doigt dans un engrenage qui peut être potentiellement dangereux et il faut faire vraiment attention à ce qu'on dit. Alors, je vais peut-être me cantonner au cas de Saint-Etienne, là, ce qui pourrait expliquer éventuellement des débordements. Il y a aussi la notion de frustration, où là, ça fait un certain nombre de temps que les supporters n'arrivent plus à supporter la situation sportive. Et ça, je pense que c'est un des facteurs qui explique les éventuels débordements, même si ça les excuse bien sûr pas. Mais il y a vraiment cette notion de frustration, en tout cas pour le cas de Saint-Etienne, qui n'a pas pour réputation de manière générale de sombrer dans la violence ou dans des choses qui sont pas acceptables sur un terrain de foot. Voilà. C'est très difficile, c'est toujours très difficile de se prononcer là-dessus parce que il y a beaucoup d'amalgame aussi sur la partie du phénomène ultra, où on peut pas simplement dire que c'est des abrutis ou quoi que ce soit. Voilà, c'est vraiment un phénomène un peu sociétal qui est vraiment intéressant à approfondir. Il y a des choses bien, il y a des choses pas bien, mais voilà, il faut creuser un petit peu pour être un peu sérieux sur la question. Moi, j'aime faire des amis. Vous me dites ce que vous en pensez, mais j'étais quelquefois à Stade à Lyon, mes amis olympiques lyonnais, que j'aime pas beaucoup, mais en tout cas, enfin, j'aime pas ce club-là, mais pas plus. J'ai vu quelques images, que ce soit à Lyon ou même à Marseille, où quand les joueurs adverses vont tirer un corner, je vois des abrutis qui font des voix d'honneur. Alors, est-ce que vous, ça vous fait quelque chose ou pas, ce genre d'attitude? C'est pas ce qu'on préfère. C'est pas ce qu'on préfère, évidemment. On préfère que ça se cantonne à chanter pour encourager l'équipe. Voilà. Après tout ce qui est toutes les notions de violence verbale ou physique, en tout cas pour moi personnellement, ça commence à devenir gênant. Mais c'est pas suffisant néanmoins pour m'empêcher d'aller dans un COP parce qu'il y a tellement de belles choses qui se passent à côté que ce serait dommage pour ces petits écarts-là de s'en priver. On va laisser le mot tout au président, parce que malheureusement, on arrive au bout. Est-ce que tu as un petit mot à nous dire avant de changer?
invité. Eh ben écoute, venez au stade, voilà, c'est ça qui est important. Venez voir que avec nous, ça se passe toujours très bien, qu'il n'y a jamais de débordement, du moins de gros débordements. Quelque chose d'important qu'on pourrait rajouter, c'est que on va fêter les 5 ans de notre groupe au mois de juillet cette année, en lien avec le club qui lui fêtera les 10 ans de la fusion. Ah oui. Et, euh, et je pense qu'il y aura une belle journée, une belle fête, et pour montrer que le monde ultra, et notamment ultra des campagnes, c'est un monde top. Bon, en tout cas, merci à vous deux. Je vais devoir vous laisser. Je suis désolé, hein, ça file. Merci à vous, pas de souci. Merci à vous en tout Merci cas. à toi. Pour, Un petit coucou à Rina, elle se reconnaîtra. Coucou Rina. et ben, on lui passe le bonjour. Et puis, bah, on retrouvera d'ailleurs cette interview dès demain sur YouTube, ce que je le disais avec Joséphine. Merci à vous. Bon championnat à vous, en tout cas. Merci Ouais, beaucoup. Puis Et félicitations au joueur du Jura Sud qui va nous suivre. Bon Ouais. parcours. Merci. Au revoir. Alors, on va enlever, hop, voilà, on va supprimer Red Devils. Alors, on a un petit peu de retard, hein, on va essayer d'enchaîner avec un des joueurs de Jura Sud, bien sûr, Emmanuel Kassong, qui était là hier au stade, hein, bien sûr, hein, qui a joué, défaite 4-1 malheureusement face à Saint-Étienne. On va revenir avec lui sur la rencontre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Désolé pour le petit retard, hein. C'est vrai que c'était passionnant avec les ultras des Red Devils. Tu as pu les découvrir justement par la même occasion. Est-ce que tu peux te présenter assez rapidement un petit peu ton âge et ton parcours de footballeur avant d'arriver à Jura Sud? Ouais, pas de souci. Emmanuel Kassonguia, j'ai 20 ans. Donc, j'ai commencé le football à l'âge de 6 ans à Bourg-Péronat, dans Ok, l'Ain. Jusqu'à mes 13 ans, ensuite, j'ai rejoint le centre de formation de l'Olympique Lyonnais durant 3 ans. Et ouais. puis, à la suite de ça, j'ai basculé en Suisse à Lausanne Sport pendant 3 ans avant de revenir à Bourg l'année dernière et d'intégrer Jura Sud cette année. Alors c'est vrai que tu arrives dans un club où il y a tous les ans, hein, on le dit, on le répète, un turnover sur les joueurs, hein. Il y en a toujours 7 ou 8 qui partent chaque année. 24 heures après ce match face à Saint-Étienne, c'est quoi un petit peu ton sentiment? Tu te dis déçu ou vous êtes déjà passé à autre chose? Non, forcément déçu parce qu'on a quand même aimé gagner ce match et aller plus loin. Mais on reste quand même fier de notre parcours, du parcours de notre parcours en Coupe de France pour le club. Et aussi en tant que jeune joueur, ça reste une bonne expérience. Tu joues au milieu de terrain, c'est ça, on l'a pas dit, mais Ça- alors sur la rencontre, c'est vrai qu'on l'a indiqué, on l'a expliqué tout à l'heure avec le groupe ultra des Red Devils. On rentre dans le match assez focus. Une minute plus tard, il a interrompu 20 minutes par un pétard hein, de tes ennemis lyonnais, supporters lyonnais, parce que tu étais formé à Lyon. Moi, je les appelle les citrons, ces supporters. Est-ce que ça vous a déstabilisé? Parce que le coach a dit hier, je pense pas, ou un des joueurs. Avec le recul, est-ce que ça peut vous gêner? Avec le recul, je pense que c'est sûr qu'on a un peu perdu en concentration et en influx nerveuse, on va dire. Mais après, sur le coup, on était tous excités à l'idée de jouer ce match. Donc, ouais, sur le coup, on n'a pas réfléchi. Peut-être qu'on a perdu un peu d'énergie. Mais après, voilà. En tout cas, le suiveur du club hein, pour le progrès, Baptiste, qui te dit très grosse saison que tu effectues pour l'instant jusqu'à maintenant. J'espère que ça va se poursuivre. C'est vrai que le match a repris et là vous avez quand même pris l'eau. 2 buts encaissés en 13 minutes. Franchement, ça a dû être dur pour vous. Comment t'expliques que vous n'avez pas réussi à vous remettre dedans tout de suite? Bah, sans doute qu'on avait encore la tête ailleurs. On avait la tête ailleurs parce qu'on encaisse 2 buts coup sur coup qui nous mettent un coup dur au moral. On n'arrive pas trop à sortir la tête de l'eau parce qu'ils nous acculent aussi on va dire, les 20 premières minutes. Après, à la suite de ça, on a un peu sorti la tête de l'eau, on va dire. On a commencé à jouer notre football, un peu plus libéré. Mais voilà, ça reste quand même une équipe de Ligue 1 en face. Donc, quand tu perds déjà 2-0 au bout de 15 minutes, c'est quand même assez compliqué. Et après, c'est vrai qu'à la mi-temps 2-0, qu'est-ce qui vous a dit un petit peu Valentin dans les vestiaires pour vous remobiliser? Ouais, il nous a simplement dit de jouer notre football, de respecter nos plans de jeu, que voilà, juste un but, ça allait les faire douter. Il fallait juste marquer ce but.
on l'a marqué, mais assez tardivement en seconde période. Donc, on aurait pu les faire douter. Il y avait largement la place, mais après, voilà, c'est une équipe de Ligue 1, donc c'est assez difficile. Après, vous avez quand même une grosse action, hein, dès le retour de vestiaire, un peu plus tard, à la 52e, sur la tête de Mbouyi, qui C'est tape la ça, transversale. c'est ça, c'est ça. S'il y a but à ce moment-là, comme tu disais à l'instant, ça peut déjà changer le cours du match, hein. C'est ça, on n'a pas eu de chance. Il a touché le montant, il me semble. Donc, Et le coup franc aussi de Thiago aussi en il y fin a de eu le coup première mi-temps. franc, le coup franc de Thiago exactement en seconde période. Non, on a joué nos cartes à fond. Après voilà, c'est pas rentré. Donc, Quand il a marqué Thiago à la 78e, moi j'ai revu l'action tout à l'heure, hein. Bah c'est vrai que il a un petit peu de réussite, je crois, parce que il pousse un peu loin son ballon là sur la petite pichenette avant de marquer, mais bon après il est quand même assez habile, hein. Je l'ai vu à l'œuvre, moi Jura Sud, il est quand même assez habile avec les pieds. À ce moment-là, vous y croyez à 78e, voilà le stade pousse en plus, vous le dites c'est stade bon. pousse, on avait cravaché tout le match pour revenir au moins 2-1. Donc, on y croit dur comme fer. Malheureusement, il y a penalty, je crois, 5 minutes après. C'est ça. Donc ça nous met un KO. Et puis voilà. Mais non, on y croyait dur comme fer quand il a marqué. Après, c'est vrai que c'est le quatrième but, comme c'était écrit dans le journal, c'est comme par Baptiste, c'est anecdotique parce que forcément vous êtes un petit peu du coup effondré, ce qui est logique. Euh, le coach il disait à la fin du match que vous aviez pas pu adopter une stratégie que vous vouliez mettre en place sur la rencontre, notamment en première mi-temps. C'était quoi cette stratégie? C'était quoi cette tactique que vous vouliez mettre en place? Bah, déjà, on avait étudié pas mal de matchs de l'AS Saint-Étienne. On savait que c'était une équipe qui densifiait beaucoup l'axe. Donc, on voulait aller chercher côté. Donc, passer par les ailes, c'était un des principes qu'on avait évoqués. Mais après, les faits de jeu ont fait que on a un peu déjoué en première mi-temps et puis on savait plus trop quoi faire avec la balle. Alors qu'on avait bien identifié leur faiblesse, c'est-à-dire de jouer sur la largeur. Et malheureusement, on n'a pas pu les mettre en danger sur ce côté. J'imagine qu'il y a rien de plus frustrant pour peu importe le sportif qui soit, mais de pas réussir à mettre en place ce qu'on a travaillé l'entraînement la semaine et puis ouais, d'être bloqué, quoi. C'est ça, en fait, il n'y a rien de plus frustrant parce qu'on s'était dit que ce match-là, il fallait le croquer à pleines dents et jouer libéré. Et arriver sur la pelouse au bout de 2-0, on savait plus trop comment gérer la chose. Bien sûr, après, on s'est repris, mais il y avait déjà 2-0, c'était la 25e minute, donc ça allait être dur, quoi. Et puis on se dit en plus, putain, c'est 2-0 au bout de 13 minutes, oula, on va essayer de pas s'en prendre 5 ou 6 quoi, parce que c'est peut-être la peur après d'en prendre plus, quoi. C'est ça le. Ouais, il y a pas mal de sentiments qui passent dans la tête. Après, on a déjà connu des moments difficiles un peu comme ça. Je me rappelle du 8e tour à Bourg où en deuxième mi-temps, on était mené. Il y avait pas mal de sentiments, du monde autour, du bruit. Et puis, on a su rester solide et revenir au score, puis gagner. Donc, même à 2-0, on y croyait encore, mais voilà, c'était quand même assez compliqué. Eling qui dit, est-ce que tu leur as fait Robinho? Alors on explique l'ailier brésilien de l'époque, hein, Robinho. Pourquoi il dit ça? Alors c'est quoi ta spéciale Robinho aussi Non, ma spéciale Robinho, c'était à l'époque au centre de formation. C'est un ancien joueur de l'OL aussi. Et non, c'est des dribbles que je faisais à l'époque, mais c'était bien il y a longtemps. Alors, tu parlais de Saint-Étienne tout à l'heure qui vous a mis sous pression d'entrée de jeu. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné? Parce que peut-être que c'était la première fois que tu défiais une Ligue 1. C'est quoi ce qui t'a le plus impressionné dans cette équipe? Je veux dire l'aspect athlétique. Je Ouais, ah pense oui. qu'au niveau technique et tactique, on va dire, pas si loin d'eux, bien sûr, qui sont quand même supérieurs à nous. Mais au niveau athlétique, c'est quand même fort. C'est des joueurs qui, voilà, ils ont l'habitude de jouer des matchs de haut niveau. Donc on sent que sur les premiers appuis, ils sont en avance sur nous. Après, ça se travaille. Mais c'est vraiment ça qui m'a marqué, on va dire. Et bout de bouse, parce que j'entendais à la radio hier pendant le match, parce que j'étais sur la route, malheureusement, j'ai pas pu suivre, mais bout de bouse, techniquement, c'était quand même un cran dessus, quoi. Ouais, techniquement, c'est fort. On sent que c'est un très bon joueur de Ligue 1 où il arrive à s'en sortir dans des situations assez difficiles. Et on a senti qu'il était même facile. Donc ça s'est senti dès ses premiers ballons
Ouais, il est bon, il est au-dessus. On s'en rend C'est pas énervant, compte quand t'as on voit pas, la télé. On c'est s'en rend énervant, pas t'as compte. pas voulu mettre un taquet ou, Si à un moment je l'ai récupéré la balle, mais on s'en rend pas compte quand on voit la télé. Mais ouais, c'est un bon joueur quand C'était Emmanuel, c'était ta première grosse aventure, gros parcours en Coupe de France. même. Qu'est-ce Ouais, que c'est ça. qu'est-ce que tu vas retenir de tout ça, du coup? Non, que du positif. Après, ce que je retiens personnellement, on va dire, c'est les détails du haut niveau qui font la Mhm. différence. Ça, c'est purement personnel dans mon jeu, dans ce que je vais apporter à ma jeune carrière, on va dire. Mais sinon, ouais, c'est vraiment beaucoup de positif. La première fois que j'ai pu aussi jouer avec un stade aussi rempli. Et voilà, un 16e de finale, c'est pas chaque année. Donc, on prend C'est ce qu'il y vrai. a à prendre. Et puis voilà. Le fait de, justement, j'allais venir sur le championnat qui reprend dès le week-end prochain, avec la réception de la Lanterne Rouge de Saint-Priest à la maison, où là, vous allez devoir absolument gagner pour prendre de l'air au classement. Repartir comme ça sur le championnat, de suite sur une autre compétition, je pense que c'est le meilleur remède pour justement ne pas tergiverser et oublier, quoi. C'est ça, c'est ça. On voulait également ne pas avoir de trou entre ces deux matchs. On a de la chance qu'on joue ce match en retard, de vite remettre le bleu de chauffe, on va dire, sachant qu'en championnat, on a besoin de cette victoire. Mhm. Donc voilà, maintenant c'est une nouvelle semaine qui s'offre à nous et puis voilà, on va essayer d'attaquer de la meilleure des manières avec cette victoire. Ce match, déjà, très important contre Saint-Priest ce week-end. Et, et qu'est-ce que ça peut vous apporter, ce parcours en Coupe de France pour le championnat? Parce qu'il y a des équipes, je l'explique, mais des fois qui font des excellents parcours en Coupe de France Mhm. et qui du coup s'effondrent en championnat. Ouais, ouais. Non, bah, je dirais déjà beaucoup de confiance parce que même si on s'est fait éliminer, on a quand même eu des très bonnes séquences hier contre Saint-Étienne. On a quand même sorti également Bourg qui est premier de N1, donc c'est un peu comme si tu sortais une Ligue 2. Donc beaucoup de confiance qu'on peut renverser les gros et faire de grandes choses. Maintenant, notre destin il est entre nos pieds. Mhm. On connaît nos capacités, on connaît ce qu'on sait faire. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Et pour terminer, Manuel, moi je me posais la question, ce match face à Saint-Étienne, c'est eu quand même une émulation qui qui est même au-delà du club de Jura Sud. Hein. Beaucoup de clubs du département du Jura sont venus vous supporter, choses comme ça. Il y a vraiment du monde, comme tu le disais tout à l'heure. Qu'est-ce que ça fait de se sentir soutenu par même d'autres clubs, enfin tout un département, pardon. Donc ça va être assez Mhm. impressionnant à vivre. Non, c'est assez impressionnant. Bah, pour la plupart d'entre nous, c'était la première fois qu'on était aussi, on va dire, adulés, que ce soit par les Mhm. supporters, même les jeunes du club. Ils étaient tous émerveillés à l'idée ouais, d'affronter Saint-Étienne. Et non, franchement, ça fait plaisir en tout cas. Ça fait plaisir. Ça booste aussi. Ça booste, on va pas se mentir. Et puis voilà. Les médias, RMC, la télé, Eurosport, ça c'est pareil. De dire tiens, je vais te filmer en train de jouer, pareil, on y pense. On y pense avant le match, à l'approche du match. Après, pendant le match et juste avant, on essaye d'oublier tout ça pour pas que ça nous fasse divaguer et jouer son football normalement, on va dire. Alors tu l'expliquais, t'es arrivé cet été en provenance de Bourg, à Jura Sud. T'as signé un contrat de combien d'années? Tu vas rester combien de temps? C'est quoi un petit peu tes objectifs perso? Bah, pour l'instant, j'ai un contrat d'un an qui peut être renouvelable, on va dire. Après, mes objectifs personnels restent voilà, d'emmagasiner le max des expériences. Ouais, c'est ma première année en National 2, d'enchaîner les matchs, de progresser et puis de petit à petit gravir les échelons et, euh, et atteindre mes objectifs qui sont de devenir professionnel un jour. C'est vrai qu'on voit beaucoup de joueurs de ton cas passer par le centre de formation, rebondir ensuite après. Alors tu l'as dit en Suisse, mais après d'autres championnats aussi, mais après revenir en National 2. Ce championnat, comme le national d'ailleurs, bah, c'est semi-pro. Enfin, je veux dire, ouais, vous entraînez tous les jours, c'est des pros, quoi. C'est ça, on est considéré. Bon, on s'entraîne un peu on fonctionne comme un club professionnel. On s'entraîne chaque matin, du lundi au vendredi. On a les déplacements dans le sud, donc on part la veille, un peu comme les pros, à l'hôtel et tout. Donc on est semi-pro Sans le et salaire qui va avec, je vais te dire. sans le salaire qui va avec. Voilà.
En tout cas, je te le souhaite hein, de devenir professionnel. Hein, pourquoi pas à Lyon, hein, ton club formateur. Peut-être qu'ils vont revenir vers toi, j'espère pour toi, pour plus tard. Et puis en tout cas, merci à toi, Emmanuel. On va s'arrêter là. Merci pour ta confiance. Et puis plein de bonnes choses en tout cas pour ce week-end contre Saint-Priest. J'espère que vous allez ramener ces fameux 3 points, comme on dit. Et puis on croise Bah, les doigts écoutez, pour que Jura Sud se maintienne, quoi. c'est ça. Merci, merci à vous et puis à bientôt. À bientôt, Emmanuel. Bonne soirée. Au revoir. Et ben voilà, c'est terminé. 50 minutes d'émission. On a eu 3 invités. C'était extraordinaire. Hein, c'est top. Merci encore à vous pour la présence. Ce sera repartagé dès demain, bien sûr, sur YouTube. Merci aux nouveaux abonnés hein, qui nous ont rejoints depuis aujourd'hui. On va essayer peut-être de faire une émission dans la semaine. Je sais pas. Je vais y réfléchir. Mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, et je salue Alexandre, le capitaine, bien sûr, de Jura Sud, le malheureux sur le penalty. Si c'est pas le cas, une émission en milieu de semaine, on se retrouve dès la semaine prochaine, bien sûr, pour une nouvelle émission hebdomadaire. Merci à vous, en tout cas, pour la confiance et le suivi. Bonne soirée, et puis à très bientôt. Allez, ciao.